Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yannick, pour cette présentation. Merci aux organisateurs et à l'organisatrice pour ce colloque vraiment très stimulant. J'y trouve énormément de matière à réflexion. Le titre de ma présentation est un peu changé. En fait, il s'agit de la féminité au temps de la fraternité, politique du genre dans la mutualité québécoise 1850-1940. Donc, je vais parler un petit peu plus du 19e siècle que je l'avais annoncé. L'idée de ce titre et de cette communication découle en fait d'une insatisfaction que j'ai ressentie. Ça va bien? Oui, vous m'entendez? Oui, ça va? Une insatisfaction que j'ai ressentie il y a plusieurs années lors de la publication de ce livre sur les origines de l'économie sociale au Québec. À l'époque, à mon avis, je n'avais pas vraiment réussi à bien intégrer la question de l'admission des femmes dans la mutualité et plus généralement, je n'avais pas réussi à bien intégrer la question du genre dans mon analyse de la mutualité québécoise. Donc, lorsque j'ai reçu l'appel à communication il y a quelques mois. J'ai donc pensé que l'occasion était belle de revenir. On n'en sort jamais de ces recherches. Et donc d'y revenir pour relancer cette réflexion qui m'avait laissé quand même un peu insatisfait il y a plusieurs années. J'en ai parlé avec Camille Robert, une étudiante en histoire au doctorat qui s'intéresse à la théorie féministe et aux mouvements sociaux. Et nous avons entrepris de réfléchir ensemble aux enjeux du genre dans la mutualité québécoise. C'est pourquoi son nom est également dans le programme. Notre réflexion est probablement moins aboutie que nous l'aurions souhaité, voulu, mais nous comptons évidemment approfondir cette réflexion à l'occasion d'une éventuelle publication peut-être, et évidemment, nous sommes très, très heureux de pouvoir compter sur vos commentaires et questions à la période des questions. Donc, étant donné le temps imparti, je ne m'attarderai pas à la présentation de la configuration du mouvement mutualiste québécois ou nord-américain, qui est vraiment très différente de la France. Et ce que j'entendais était à peu près impossible au Québec et au Canada. Donc, il y a vraiment une très, très grande différence. Je ne peux pas m'y attarder, mais on pourra en discuter, si vous le voulez bien, à la fin de la séance. Donc, je vais me limiter essentiellement à évoquer très rapidement quelques enjeux soulevés par la politique du genre, donc dans l'histoire de la mutualité québécoise, avant de conclure par une réflexion sur ce qu'on pourrait gagner, je crois, à mieux intégrer la question du genre dans nos analyses de l'économie sociale. Le premier enjeu que j'aimerais soulever porte sur la façon dont la mutualité québécoise, mais je pense que ça s'applique aussi à la mutualité française. Donc, à la façon dont la mutualité, en tant que mouvement essentiellement masculin, voire exclusivement masculin au 19e siècle, participe à la construction de la sphère publique et de la sphère privée lors de la transition au capitalisme libéral. Outre la question évidente de l'exclusion des femmes du mouvement, il faut rappeler que tout comme en France, la mutualité québécoise est au cœur d'un vaste mouvement de réforme sociale qui insiste sur le devoir pour les hommes salariés de pratiquer la prévoyance et l'épargne. L'une des contributions les plus importantes du mouvement mutualiste à ce large mouvement de la prévoyance est de proposer une refondation symbolique de l'ordre social sur la base de la relation horizontale, solidaire, qui existerait entre frères. Donc, l'idée de la fraternité a également une signification genrée très importante. Cet imaginaire fraternel mutualiste peut d'ailleurs se présenter comme une économie sociale, puisqu'il s'oppose, et c'est évident dans le cas du Québec, il s'oppose tout à la fois à l'assurance commerciale, qui réunit des consommateurs anonymes en ayant pour objectif de faire des profits, et qui s'oppose aussi à la charité publique ou privée, qui pratique une assistance verticale considérée comme humiliante. Mais cette économie sociale fraternelle n'est évidemment pas neutre, comme je le soulignais, en ce qui concerne le genre.
Le discours mutualiste porte en effet le projet d'une communauté démocratique de frères, unis sur la base du devoir patriarcal des pourvoyeurs à l'égard de leur épouse et de leurs enfants. En ce sens, la mutualité accompagne et même participe au double processus historique de masculinisation du travail salarié dans la sphère de l'économie capitaliste et de féminisation du travail gratuit de reproduction sociale dans les familles et dans l'économie familiale à partir du 19e siècle. Je vais y revenir en conclusion. Le deuxième enjeu que je voudrais soulever concerne l'offre de protection des mutuelles québécoises qui illustre ce partage entre le travail salarié qui a une valeur économique et le travail domestique qui n'en a pas, puisqu'il est non monnayé. Il a évidemment une valeur économique, mais il n'apparaît pas, cette valeur n'apparaît pas étant donné qu'elle est non monnayée. Donc, par exemple, les premières mutuelles offrent une indemnité hebdomadaire en cas de maladie ou d'accident qui vise à compenser en partie la perte de salaire de l'homme sociétaire. Les sociétés de secours mutuels offrent parallèlement des pensions hebdomadaires aux veuves des membres décédés jusqu'à leur remariage ou à leur décès. Ces pensions reposent sur l'idée que la veuve, une fois son mari décédé, devient la responsabilité, en quelque sorte, de la communauté fraternelle, de la communauté des frères. Au milieu du 19e siècle, c'est donc en tant qu'épouse des sociétaires ou de veuve des membres décédés que les femmes sont liées au mouvement mutualiste québécois, qui est en soi un mouvement donc masculin. Je signale au passage que cette offre de protection engendre des conflits entre les femmes de sociétaires et les mutuelles. Cela est évident lorsque les mutuelles décident, au cours des années 1870, d'abandonner ces pensions aux veuves pour des assurances sur la vie des hommes sociétaires. Or, c'est assez intéressant, à cette époque, certaines veuves de mutualistes qui sont, du fait du décès de leur mari, sont libérées de la tutelle juridique associée au mariage, vont avoir recours aux tribunaux pour défendre leurs droits aux pensions et donc vont poursuivre les sociétés de secours mutuels en justice. C'est l'État provincial qui viendra finalement au secours des mutuelles masculines, donc les députés masculins de l'Assemblée législative à l'époque, qui va venir finalement au secours des mutuelles masculines afin d'imposer leur réforme de la protection sans égard aux droits reconnus pourtant aux veuves. C'est d'ailleurs l'assurance-vie qui deviendra bientôt la principale protection offerte par les mutuelles québécoises et nord-américaines, et même avant l'assurance maladie. Donc, il y a une très, très grande différence aussi entre la mutualité québécoise et la mutualité nord-américaine et la mutualité française, la mutualité européenne à cet égard. Troisième enjeu que j'aimerais soulever est lié au développement du salariat des femmes célibataires, qui représente évidemment un nouveau défi à la protection fraternelle mutualiste, surtout à partir de la fin du 19e siècle. C'est pour répondre à ce problème que les élites sociales et religieuses, qui se réclament d'ailleurs parfois de Jules Simon, que vous connaissez bien, créent dans les années 1890 de petites sociétés de secours mutuels, essentiellement féminines. Donc, de créer un mouvement mutualiste séparé pour les femmes. C'est donc l'objectif de ces premières initiatives. Ces sociétés connaissent toutefois très peu de succès puisque les protections offertes sont minimes, que les organisations ne sont pas démocratiques, contrairement aux associations masculines. Les associations féminines sont dominées par des hommes, en fait. Et ces sociétés n'ont finalement aucune ambition d'encourager les femmes dans la voie du salariat. C'est pourquoi la participation des travailleuses à la caisse d'assurance maladie de ces sociétés cesse au mariage, afin de ne pas encourager l'emploi des femmes mariées et ainsi nuire, pourrait-on dire, à la réalisation du travail domestique gratuit nécessaire à la reproduction des familles ouvrières. Le quatrième et dernier enjeu découle de l'admission, à partir du début du 20e siècle, des femmes dans les mutuelles masculines, donc les grandes mutuelles masculines qui existaient, qui deviennent pour l'occasion donc des sociétés mixtes, qui admettent à la fois des hommes et des femmes. L'admission des femmes se fait en deux temps. Elles sont d'abord admises dans les caisses d'assurance-vie
au tout début du XXe siècle. Donc. Elles vont ensuite être admises dans les caisses d'assurance maladie au milieu des années 1910, malgré les craintes plus ou moins rationnelles liées aux risques féminins. Les mutuelles imposent aux femmes d'ailleurs d'importantes restrictions en excluant la couverture pour certaines maladies liées au système reproductif, aux troubles de l'humeur, de même qu'en adoptant une procédure complexe de réclamation assermentée devant un homme de loi. L'admission des femmes aux caisses d'assurance vie et d'assurance maladie dans les 2 premières décennies du 20e siècle signifie donc, en théorie du moins, la fin d'un mouvement qui avait été jusque-là exclusivement masculin. Cela dit, les femmes se font admettre dans des sociétés qui avaient structuré leur offre de protection autour des besoins de l'homme pourvoyeur. Par exemple, alors que l'assurance vie était présentée comme une garantie d'autonomie pour l'homme pourvoyeur, ce n'était pas du tout le cas pour la femme mariée. En fait, l'assurance, généralement souscrite par le mari au nom de son épouse, devait permettre au premier de défrayer, au moment du décès de celle-ci, les dépenses associées au travail gratuit qu'elle accomplissait au foyer. Même lorsque l'assurance portait sur la vie de la femme mariée, c'était bien l'autonomie de l'homme pourvoyeur qui était visée. Cet exemple nous rappelle donc que la protection mutualiste était imbriquée dans une économie familiale profondément structurée par le mariage, qui réduisait, comme en France d'ailleurs, le statut juridique de la femme mariée à celui d'une mineure. En conclusion, nous croyons que nous, étant Camille et moi, croyons que ces réflexions démontrent la nécessité d'enrichir nos analyses de l'économie sociale par la question du genre. Et je pense évidemment également à mes propres analyses. Généralement, inspirées par la conviction que l'économie est plurielle, nos analyses opposent ou mettent en tension économie sociale, économie marchande capitaliste et économie publique. Or, nos analyses de configuration d'économie sociale oublient généralement l'économie domestique informelle. Pourtant, la théorie féministe a problématisé depuis plusieurs années cette illusion, en grande partie créée par le capitalisme lui-même, d'un travail de reproduction sociale qui, parce qu'il n'est pas monétarisé, serait gratuit. Et d'ailleurs, on a maintenant des études. Par exemple, j'ai vu récemment une étude de l'INSEE qui évalue la contribution du travail domestique à environ 1/3 du PIB de la France. Vous voyez, on a maintenant des façons d'évaluer la valeur de ce travail gratuit, la valeur économique de ce travail gratuit. Notre projet, qui est donc encore en cours de formulation, comme je le disais en introduction, compte donc explorer la voie d'une relecture de l'économie sociale à la lumière de ces interactions conflictuelles avec cette sphère économique non monétarisée de la reproduction sociale. Nous nous appuyons en partie sur les réflexions récentes de Nancy Fraser sur les contradictions historiques qui découlent du fait que le capitalisme, en soumettant la société à la logique de l'accumulation du capital, bouleverse les processus de reproduction sociale, d'éducation, de soins affectifs et physiques, d'entraide familiale et locale, etc., qui lui sont pourtant nécessaires pour exister, ne serait-ce que pour renouveler tout simplement la force de travail. Envisagée sous cet angle, la problématique du genre dans la mutualité et dans l'économie sociale ne peut s'en remettre à une simple chronologie des progrès des femmes dans les instances associatives et les protections, mais doit également comprendre comment une certaine configuration d'économie sociale contribue, ou non, à transformer des relations sociales d'entraide et de domination enfouies dans une économie familiale qui a sa propre trajectoire historique. Merci.